L'ascenseur des cadres de la Manhattan Business Tower n'avait jamais cessé de s'arrêter au 25e étage à 3 heures du matin jusqu'à cette nuit où le monde de James Washington changea à jamais. À travers le verre teinté de la salle de conférence, il vit une femme s'effondrer sur une table en acajou qui coûtait plus que son salaire annuel. Victoria Sterling, PDG de Sterling Industries et l'une des femmes les plus puissantes d'Amérique, gisait tordue de douleur, son bras gauche pendant mollement tandis que des mots inarticulés s'échappaient de ses lèvres. James reconnut immédiatement les signes. Un accident vasculaire cérébral en cours. À 52 ans, James avait appris la médecine à la dure. Sa femme Dorothy, infirmière en neurologie pendant 20 ans au Chicago General, était décédée dans un accident 5 ans plus tôt. Pendant leur mariage, elle avait transformé chaque conversation de dîner en une leçon de médecine impromptue, insistant sur le fait que la connaissance sauvait des vies, quel que soit le statut social ou la couleur de peau. Pendant 15 ans, James avait été invisible dans cette tour, le concierge de nuit qui nettoyait les bureaux après le départ des cadres. Victoria Sterling était la femme dont le visage ornait les couvertures de magazines, qui déplaçait des milliards avec un simple email. Leur monde existait dans des univers parallèles qui ne se croisaient jamais, sauf lors de ces rares rencontres dans les couloirs où elle le regardait comme s'il faisait partie du mobilier. Mais la voix de Dorothy résonnait dans son esprit. Les urgences neurologiques ne respectent ni la richesse ni la race, Jamie. Elles ne respectent que l'action rapide. James poussa la porte de la salle de conférence. « Madame Sterling, vous faites un AVC. N'essayez pas de parler, écoutez-moi. » Sa voix portait l'autorité calme de quelqu'un qui avait vu Dorothy guider des familles à travers d'innombrables crises médicales. Victoria tenta de protester, mais ses mots sortirent sous forme de sons inintelligibles. La panique vacilla dans ses yeux alors qu'elle réalisait que quelque chose n'allait pas du tout. James composait déjà le 911 tout en la positionnant pour éviter de nouveaux dommages neurologiques. Ambulance à Manhattan Tower, 25e étage. Patiente femme, milieu de la quarantaine, présentant des symptômes classiques d'AVC. Paralysie faciale, faiblesse du côté gauche, trouble de l'élocution. Début des symptômes il y a environ 5 minutes. L'opérateur du 911 marqua une pause, surpris par la précision clinique de quelqu'un qui s'identifiait comme un concierge. James continua à fournir des informations médicales détaillées avec l'aisance d'un professionnel de la santé. Lorsque les ambulanciers arrivèrent, ils trouvèrent Victoria correctement stabilisée, James leur fournissant un rapport complet des symptômes. Un ambulancier murmura à son collègue « Ce gars-là en sait plus en neurologie que la moitié des infirmières avec lesquelles je travaille. » À l'hôpital, pendant que Victoria recevait un traitement vital, James reprit sa ronde comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Après tout, il n'était que le concierge de nuit, l'homme invisible qui maintenait le bâtiment en fonctionnement pendant que les puissants dormaient dans leur manoir. Ce que James ne réalisa pas, c'est que cette nuit allait transformer toute son existence d'une manière que même Dorothy n'aurait pu prévoir. Et ce que Victoria Sterling allait découvrir sur les préjugés, la médecine et la valeur humaine allaient remettre en question tout ce qu'elle croyait sur la valeur et la compétence. Le lendemain matin apporta une mauvaise surprise attendant dans le casier de James. Un avis de réprimande formelle était accroché bien en vue. Utilisation inappropriée de l'ascenseur des cadres pendant les heures de travail. Accès non autorisé aux installations de l'entreprise après les heures. La signature appartenait à Wilson Carter, responsable de la sécurité et le genre d'homme qui mesurait sa valeur par sa capacité à rendre les autres malheureux. James plia le papier méthodiquement. 15 ans de service impeccable, jamais une seule plainte, et maintenant il était discipliné pour avoir sauvé la vie de la PDG. L'ironie ne lui échappa pas. Dans le monde de l'entreprise, même les actes héroïques pouvaient être criminalisés lorsqu'ils étaient accomplis par la mauvaise personne. Ce qui troublait James n'était pas l'avertissement en soi, mais le moment. Comment Carter avait-il appris les événements de la nuit précédente si rapidement? L'hôpital maintenait une stricte confidentialité, et les ambulanciers n'avaient aucune raison de signaler des détails à l'entreprise. Quelqu'un surveillait de très près les activités de Victoria Sterling. Pendant ses observations matinales, James remarqua une activité inhabituelle au 25e étage. Le docteur Patterson, le médecin personnel de Victoria, arriva 2 heures plus tard que d'habitude, avec une expression mêlant irritation et panique véritable. À travers les portes vitrées, James fut témoin d'un échange houleux entre le médecin et Wilson Carter. La sagesse de Dorothy revint comme un coup physique. Jamie, lorsque des symptômes neurologiques apparaissent soudainement chez des cadres très stressés, la première question ne devrait pas être pourquoi maintenant, mais plutôt qui en profite si cette personne devient incapable. James avait supposé que l'AVC de Victoria résultait du stress exécutif et de la pression de l'entreprise.
Mais la conversation tendue entre Carter et le docteur Patterson planta des graines de doute que Dorothy aurait reconnues instantanément. Les médecins compétents ne paniquaient pas lorsque les patients survivaient à des urgences médicales. Ils célébraient le rétablissement. Cet après-midi-là, James reçut une convocation inattendue. Victoria Sterling voulait le voir dans son bureau. Lorsqu'il arriva au 25e étage, il trouva la PDG l'air bien amélioré, mais avec une expression de curiosité qui n'était pas présente la nuit précédente. « James, c'est ça. » Victoria fit un geste vers la chaise en face de son bureau. « Je tiens à vous remercier personnellement pour ce que vous avez fait la nuit dernière. Le médecin a dit que votre action rapide m'avait sauvé la vie. Je n'ai fait que ce que toute personne décente ferait, Madame Sterling. » Victoria étudia son visage avec un intérêt croissant. « Les ambulanciers ont été impressionnés par vos connaissances médicales. Où avez-vous appris les symptômes neurologiques ?» James hésita. Parler de Dorothy apportait toujours de la douleur, mais quelque chose dans l'expression de Victoria suggérait que ce n'était pas de la simple politesse. « Ma femme était infirmière en neurologie. 20 ans au Chicago General. Elle m'a appris à reconnaître les signes d'urgence. » Il marqua une pause. « Elle est décédée dans un accident il y a 5 ans. » L'expression de Victoria s'adoucit sincèrement. « Je suis désolé pour votre perte. » Elle sembla peser ses prochains mots avec soin. « James, puis-je vous demander quelque chose d'inhabituel? Selon votre opinion médicale informelle, mes symptômes d'hier vous ont-ils semblé naturels ?» La question prit James complètement au dépourvu. Victoria Sterling, l'une des femmes les plus puissantes d'Amérique, demandait à un concierge son évaluation médicale de son état. Plus intriguant encore, elle le formulait comme si elle soupçonnait que quelque chose n'allait pas. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Sterling, c'est quelque chose que vous devriez discuter avec votre médecin personnel. » Je l'ai fait. Sa réponse vint trop rapidement, chargée d'une frustration à peine dissimulée. Le docteur Patterson dit que c'était du stress exécutif. Il m'a prescrit des sédatifs et m'a recommandé des vacances. James ressentit un frisson familier. Dorothy insistait toujours sur le fait que les médecins compétents devaient rechercher les causes des AVC chez les jeunes patients comme si des vies en dépendaient, parce que c'était le cas. Prescrire des sédatifs à quelqu'un qui venait de subir un événement neurologique n'était pas seulement inapproprié, c'était potentiellement criminel. « Madame Sterling, dit James avec précaution, avez-vous ressenti des symptômes similaires avant hier ?» Victoria se figea. « Comment saviez-vous poser cette question ? Un AVC chez quelqu'un de votre âge est rare sans avertissement. Il y a généralement des symptômes préliminaires qui passent inaperçus ou sont mal interprétés. » Le silence s'étira entre eux tandis que Victoria traitait l'implication. Finalement, elle hocha lentement la tête. Maux de tête persistants. Vertiges occasionnels. Épisode de confusion mentale que le docteur Patterson a attribué à la pression du travail. James maintint une expression neutre, mais intérieurement, Dorothy criait à l'alarme. Tout neurologue compétent aurait ordonné des tests complets étant donné ses symptômes. La négligence du docteur Patterson indiquait soit une incompétence médicale flagrante, soit quelque chose de délibérément sinistre. Lorsque James quitta le bureau de Victoria 15 minutes plus tard, Wilson Carter l'attendait dans le couloir, se faisant remarquer en observant leur rencontre. Son sourire contenait une menace à peine voilée, comme pour dire « Nous savons que vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. » Cette nuit-là, alors que James nettoyait les bureaux vides, l'insistance de Dorothy résonna dans son esprit. « Jamie, il n'y a pas de coïncidence en médecine. Lorsque des schémas étranges apparaissent, quelqu'un crée toujours ces schémas délibérément. Et si Victoria Sterling n'avait pas simplement subi un AVC induit par le stress? Et si quelqu'un compromettait délibérément sa santé? » James considéra l'avertissement dans son casier, la discussion houleuse entre Carter et le docteur Patterson, la façon dont les deux hommes semblaient en savoir trop sur des événements qui auraient dû rester confidentiels. Pendant 15 ans, James avait été invisible, le concierge que personne ne remarquait. Mais l'invisibilité, commençait-il à comprendre, pouvait être l'arme la plus puissante contre les gens qui se croyaient intouchables, surtout lorsque ces gens sous-estimaient complètement ce qu'un homme simple était capable d'observer, de comprendre et, si nécessaire, d'exposer. James passa les 2 semaines suivantes à perfectionner quelque chose que 15 ans de travail de nuit lui avaient parfaitement enseigné, rester complètement invisible tout en observant tout. Ce qu'il découvrit confirma ses pires craintes concernant la situation de Victoria Sterling. Le docteur Patterson rendait visite au bureau de Wilson Carter 3 fois par semaine, portant toujours une mallette médicale marron qui ne quittait jamais le bureau. Lors d'une de ces visites,
James positionna stratégiquement son chariot de nettoyage près de la porte entr'ouverte et entendit des fragments de conversation qui lui glacèrent le sang. Les tests continuent de montrer une détérioration cardiovasculaire progressive, murmura le docteur Patterson. Mais je maintiens les rapports officiels dans les paramètres normaux, comme convenu. Parfait, répondit Carter. Combien de temps estimez-vous? Avec les médicaments que je prescris déguisés en vitamines, je dirais 6 mois avant le prochain épisode grave. Celui-là sera probablement définitif. James dut s'appuyer contre son chariot pour ne pas tituber. Il ne se contentait pas de négliger la santé de Victoria, il l'empoisonnait activement. Dorothy disait toujours que les pires crimes médicaux étaient commis par ceux qui avaient juré de protéger des vies. La pièce manquante du puzzle vint de Marcus Johnson, le technicien de maintenance de la climatisation qui travaillait de jour. Marcus, 10 ans plus jeune que James, était un vétéran d'Afghanistan qui avait appris l'électronique dans l'armée et subvenait maintenant aux besoins de 3 enfants grâce à des contrats. « Mon vieux, il faut que tu vois ça », murmura Marcus lors d'un changement d'équipe le vendredi. J'installais de nouveaux filtres au 25e étage quand j'ai entendu Carter au téléphone. Il discutait d'actions de Sterling Industries, quelque chose à propos d'acheter de grandes quantités avant des changements de direction qu'il savait imminents. James sentit les pièces se mettre en place. Wilson Carter n'était pas seulement un complice, il était l'architecte de la conspiration. Si Victoria mourait ou devenait incapable, Carter, en tant que directeur principal de la sécurité et membre du conseil d'administration d'urgence, assumerait temporairement les opérations de l'entreprise. Avec des informations privilégiées sur les changements de direction, il pouvait manipuler le marché boursier pour des millions. « Marcus, dit James avec précaution, as-tu toujours des contacts militaires? Des gens qui comprennent la documentation et les preuves. » Marcus étudia le visage de James avec la perception aiguë de quelqu'un qui avait servi dans des zones de combat. « Ça dépend de ce dont tu as besoin. » « Pourquoi ?» James prit une décision qui allait tout transformer. Au cours des 2 heures suivantes, il révéla toute l'histoire, l'AVC de Victoria, la conspiration médicale, les plans de Carter, ses soupçons d'empoisonnement progressif. Marcus écouta tranquillement, posant des questions précises qui révélaient une intelligence formée par l'armée. « C'est une tentative de meurtre combinée à une fraude financière à grande échelle, conclut Marcus. Mais prouver cela sera difficile. Avez-vous des preuves concrètes? Pas encore, mais je sais où les obtenir. Leur plan était risqué mais élégant dans sa simplicité. Marcus utiliserait son accès autorisé au bâtiment pour installer discrètement du matériel d'enregistrement dans les bureaux de Carter et du docteur Patterson. James, avec sa connaissance intime des horaires et des routines, coordonnerait les opérations pendant les week-ends lorsque la sécurité était minimale. « Une chose me tracasse, dit Marcus en examinant les plans du système de ventilation. Pourquoi ne vous ont-ils pas viré après l'avertissement? Quelqu'un qui sauve la PDG devrait être un héros, pas quelqu'un qui est harcelé. » James s'était posé la même question. Virer le héros juste après qu'il ait sauvé le patron soulèverait des questions. Mieux vaut garder le concierge visible là où ils peuvent le surveiller. Il pense que je ne suis qu'un employé ignorant qui a eu de la chance en reconnaissant les symptômes d'AVC. L'arrogance de Carter et du docteur Patterson était époustouflante. Lors de conversations que James avait partiellement surprises, il parlait ouvertement de lui comme du concierge chanceux qui n'était pas assez instruit pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Il riait même de la façon dont James était tombé sur quelque chose qui le dépassait mais était trop simple pour causer d'autres problèmes. Il n'aurait pas pu être plus trompé. Le premier test du plan eut lieu le lundi soir. Pendant que James nettoyait méticuleusement le 25e étage, Marcus travaillait silencieusement dans les conduits de ventilation, installant des microphones et des caméras microscopiques dans les bureaux cibles. La précision militaire de Marcus était impressionnante. En 45 minutes, il établit un réseau de surveillance qu'il aurait fallu des semaines à des détectives privés pour créer. « Prêt », rapporta Marcus via leur communicateur discret. « Maintenant, nous attendons qu'ils se condamnent avec leurs propres mots. » Ils n'attendirent pas longtemps. Le mercredi suivant, Carter et le docteur Patterson tinrent une réunion qui fut entièrement enregistrée. Le contenu dépassa même les pires craintes de James. Non seulement ils confirmèrent l'empoisonnement progressif de Victoria, mais ils discutèrent d'augmenter les dosages pour accélérer le processus. La presse adorera cette histoire, rit Carter. Jeune PDG à succès tragiquement tué par le stress exécutif. Cela créera une indignation nationale concernant la santé mentale en entreprise. Parfait écran de fumée pour la transition de direction. James écouta l'enregistrement 3 fois, chaque écoute renforçant sa détermination. Dorothy disait toujours que la connaissance sans action était de la complicité.
Il était temps d'agir. Carter et le docteur Patterson ne réalisèrent pas que leurs paroles venaient de signer leurs arrêts de mort professionnels. Le concierge ignorant qu'ils avaient sous-estimé était sur le point de prouver que la véritable intelligence ne venait pas des diplômes ou du statut social, mais de la connaissance, de la détermination et de l'arme la plus dangereuse de toutes, la certitude absolue d'être moralement juste. Alors que James organisait méthodiquement les preuves qui détruiraient les deux hommes, il sourit pour la première fois depuis des semaines. Dorothy aurait été fière. Il avait non seulement sauvé une vie, mais était sur le point d'exposer une conspiration qui allait choquer le monde de l'entreprise. La médecine qu'elle lui avait enseignée était utilisée non seulement pour guérir, mais pour rendre justice d'une manière qu'aucun tribunal ne pourrait ignorer. Le mercredi suivant resterait dans les mémoires comme le jour où l'arrogance rencontra son jugement final. James arriva au travail portant quelque chose que Carter et le docteur Patterson ne soupçonneraient jamais. 3 clés USB contenant 92 heures d'enregistrement, 15 documents médicaux falsifiés et des preuves financières qu'un ancien comptable militaire avait méthodiquement compilées. Marcus avait fait plus qu'installer du matériel de surveillance. Ses contacts dans l'armée incluaient des experts en criminalité financière qui avaient analysé les habitudes d'achat d'actions de Carter avec une précision d'intelligence militaire. Les résultats étaient dévastateurs. 341 transactions suspectes, toutes parfaitement synchronisées avec les épisodes médicaux de Victoria. Mais James avait un plan qui allait au-delà de la simple remise de preuves aux autorités. Carter et le docteur Patterson devaient comprendre qu'ils avaient sous-estimé la mauvaise personne de la manière la plus humiliante possible. La première phase commença lors de la réunion mensuelle du conseil d'administration de Sterling Industries. Victoria, toujours en convalescence et prenant les vitamines prescrites par le docteur Patterson, présidait 15 cadres discutant des rapports trimestriels. Carter occupait sa position habituelle à sa droite, rayonnant de la confiance de quelqu'un qui croyait contrôler l'avenir. James entra avec son chariot de nettoyage, comme il l'avait fait des centaines de fois auparavant. Mais cette fois, tout en vidant discrètement les corbeilles, il laissa une enveloppe scellée dans la pile de documents de Victoria. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle trouva une seule ligne tapée. Les vitamines que vous prenez ne sont pas des vitamines. Vérifiez la bouteille. Quelqu'un qui se soucie. L'expression de Victoria changea subtilement, mais Carter était trop occupé à présenter les prévisions financières pour le remarquer. James observa de l'autre bout de la pièce comment elle examinait subrepticement la bouteille de supplément qu'elle portait toujours. 15 ans d'invisibilité lui avaient appris à lire les expressions faciales avec une précision chirurgicale. Victoria venait de réaliser que quelque chose n'allait pas du tout. La deuxième phase eut lieu 2 heures plus tard lorsque le docteur Patterson arriva pour sa consultation hebdomadaire avec Victoria. Il ne pouvait pas savoir que James avait installé un microphone directionnel dans la lampe du bureau ou que Marcus enregistrait tout depuis une camionnette de l'autre côté de la rue. « Comment vont vos symptômes de stress, Victoria ?» demanda le docteur Patterson avec une fausse sollicitude que James avait appris à mépriser. « Avez-vous pris les suppléments comme indiqué ?» « Religieusement, répondit Victoria, mais sa voix portait une suspicion qui fit que le médecin se sentit mal à l'aise. « En fait, docteur, j'envisage un deuxième avis médical pour nous assurer que nous suivons le traitement optimal. » James vit la panique éclairer le visage du docteur Patterson à travers la caméra microscopique que Marcus avait installée. « C'est totalement inutile, Victoria. Vos tests montrent une amélioration constante. Un deuxième avis pourrait compliquer les protocoles de traitement. » « Comme c'est curieux, interrompit Victoria, ouvrant un tiroir de bureau, parce que j'ai reçu ceci aujourd'hui. Elle sortit l'enveloppe que James avait laissée avec sa bouteille de supplément. Quelqu'un suggère que ce ne sont pas des vitamines. Que diriez-vous si je les envoyais pour une analyse de laboratoire indépendante? Le docteur Patterson pâlit visiblement. Victoria, vous ne pouvez pas sérieusement envisager une note anonyme. C'est clairement un sabotage de votre traitement médical. Un employé mécontent qui essaie de causer des problèmes. Alors, ça ne vous dérangerait pas si je les faisais tester? La question était formulée avec la précision de quelqu'un habitué aux négociations d'entreprise de haut niveau. Eh bien sûr, ça ne me dérangerait pas, mais c'est une perte de temps et de ressources. Je peux vous assurer que Victoria leva la main, le faisant taire. Dr Patterson, en 15 ans en tant que PDG, j'ai appris que lorsque quelqu'un me décourage de vérifier quelque chose, c'est précisément le moment où j'ai besoin de le vérifier. La troisième phase fut exécutée avec une précision militaire. Pendant que le docteur Patterson essayait de convaincre Victoria de ne pas tester les suppléments, Marcus livrait des copies complètes des preuves au FBI, à la Security and Exchange Commission, au State Medical Board et au Chicago Tribune. James avait insisté pour que Victoria apprenne la vérité avant que l'histoire ne devienne publique.
Elle méritait la dignité de comprendre pleinement comment sa vie avait été manipulée avant que le monde entier ne le sache. Le vendredi à 17 h, James frappa à la porte du bureau de Victoria, portant une mallette qui allait tout changer. « Puis-je entrer, Madame Sterling ? Il y a quelque chose d'important que vous devez savoir. » Victoria leva immédiatement les yeux, reconnaissant le concierge qui lui avait sauvé la vie 2 fois maintenant. « Bien sûr, James. En fait, je voulais vous remercier à nouveau, et je veux aussi comprendre comment vous saviez pour les suppléments. » James posa la mallette sur son bureau avec une cérémonie solennelle. « Madame Sterling, ce que je vais vous montrer va vous choquer, mais vous devez le savoir avant que la presse ne publie cette histoire demain matin. » Au cours des 45 minutes suivantes, James présenta méthodiquement chaque pièce de preuve. Des enregistrements de Carter et du docteur Patterson discutant d'empoisonnement progressif, des documents médicaux falsifiés, des transactions financières prouvant que Carter avait manipulé les marchés boursiers en fonction de la détérioration prévue de sa santé. Victoria écouta dans un silence croissant, son expression passant de la surprise à l'horreur, pour finalement se fixer sur une colère froide que James reconnut comme la fureur contrôlée de quelqu'un habitué à exercer le pouvoir. « Il pensait que j'étais juste un concierge ignorant, » dit James quand il eut terminé. Quelqu'un qui avait eu de la chance en reconnaissant les symptômes d'AVC mais qui n'était pas assez instruit pour comprendre ce qui se passait vraiment. « Et vous avez tout compris, » murmura Victoria, étudiant les preuves avec l'attention qu'elle aurait consacrée à une fusion d'1 milliard de dollars. « James, vous m'avez sauvé la vie 3 fois. 2 fois d'urgence médicale, 1 fois d'une conspiration. » Ce qui se passa ensuite dépassa même les attentes de James en matière de justice. Victoria Sterling n'était pas seulement une PDG prospère. C'était une stratège d'entreprise qui avait bâti un empire en traitant de manière décisive avec les gens qui essayaient de la trahir. Samedi matin, lorsque Carter arriva pour une réunion d'urgence que Victoria avait convoquée, il ne trouva pas seulement elle en l'attendant, mais des agents du FBI, des représentants de la Security and Exchange Commission et un enquêteur du State Medical Board. « Wilson, » dit Victoria avec la froideur de quelqu'un sur le point de licencier un employé incompétent, « j'aimerais que vous rencontriez des gens très intéressés par vos activités extra-professionnelles. » Carter tenta de maintenir son sang-froid, mais James, observant à travers les caméras de sécurité auxquelles Marcus avait accédé, vit le moment exact où l'arrogance se transforma en panique. « Victoria, que se passe-t-il ici ? Si c'est à propos d'une accusation ridicule, accusation. » Victoria sourit sans humour. « Wilson, ils ne sont pas là pour des accusations. Ils sont là pour procéder à des arrestations basées sur des preuves solides de tentatives de meurtre, de fraude financière et de manipulation du marché. » L'agent spécial Martinez commença à lire ses droits à Carter alors qu'il protestait de son innocence avec le désespoir de quelqu'un qui réalisait enfin que son jeu était terminé. Le docteur Patterson fut arrêté simultanément à son bureau, les menottes étant appliquées alors qu'il tentait de supprimer des fichiers informatiques. La 4e et dernière phase fut la plus satisfaisante. Le lundi, le Chicago Tribune publia l'histoire complète en première page. Le concierge démasque un complot pour assassiner la PDG millionnaire. Le récit de James, un homme noir de la classe ouvrière utilisant les connaissances médicales héritées de sa femme pour sauver la vie d'une cadre blanche, puis exposant une complexe conspiration d'entreprise, capta l'imagination nationale. Mais le véritable triomphe vint lorsque Victoria tint une conférence de presse devant des dizaines de caméras. Non seulement elle valida chaque détail de l'histoire de James, mais elle annonça sa promotion immédiate au poste de directeur de la sécurité et de l'intégrité de l'entreprise chez Sterling Industries avec un salaire annuel de 200 000 $. James Washington, dit-elle aux caméras, a prouvé que la compétence, l'intégrité et l'intelligence ne dépendent pas des diplômes ou du statut social. Elles dépendent du caractère, et il a du caractère en abondance. Carter et le docteur Patterson regardèrent la conférence de presse depuis la prison, réalisant qu'ils avaient été vaincus non seulement légalement mais publiquement humiliés par le concierge ignorant qu'ils pensaient pouvoir manipuler indéfiniment. L'ironie finale était parfaite. Alors que Carter faisait face à 25 ans de prison pour tentative de meurtre et fraude financière, et que le docteur Patterson perdait sa licence médicale et risquait 15 ans d'emprisonnement, James était célébré nationalement comme un héros qui prouvait que la véritable intelligence venait du cœur, et non du statut social. Dorothy aurait été fière. Ses connaissances médicales avaient non seulement sauvé des vies, mais exposé une corruption qui aurait pu détruire de nombreuses autres personnes. L'homme qu'elle avait aimé recevait enfin la reconnaissance qu'il avait toujours méritée, prouvant que parfois la justice non seulement triomphe, mais elle le fait de manière spectaculaire. 6 mois plus tard, James Washington était assis dans son nouveau bureau au 26e étage de Sterling Industries, avec une vue panoramique sur Chicago et une plaque nominative indiquant directeur de la sécurité et de l'intégrité d'entreprise.
L'homme autrefois considéré comme rien de plus qu'une aide invisible dirigeait maintenant une équipe de 15 enquêteurs spécialisés dans la détection de la fraude en entreprise. L'ironie était délicieuse. Le même bâtiment où il avait poussé des chariots de nettoyage pendant 15 ans l'accueillait maintenant en tant que cadre avec son propre bureau en acajou et un budget de 2 millions de dollars pour mettre en œuvre des protocoles de sécurité que d'autres entreprises étudiaient comme modèle. Marcus Johnson, promu coordinateur de la sécurité électronique, entra, portant des rapports sur leur nouveau système de surveillance. « Mon vieux, je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes ici, dit-il, regardant les tours de verre à travers la fenêtre. Tu te souviens quand tu nettoyais ces pièces ? Je me souviens de chaque recoin de ce bâtiment, sourit James, signant les approbations pour le programme de bourse que Victoria avait créé en mémoire de Dorothy Washington. La différence, c'est que maintenant je peux changer les choses de l'intérieur. Le programme Dorothy Washington offrait des bourses médicales complètes aux étudiants à faible revenu, avec un accent particulier sur la neurologie et la médecine d'urgence. Il avait déjà bénéficié à 120 jeunes en 2 ans, beaucoup d'entre eux des enfants de concierges, de gardes de sécurité et de travailleurs qui n'avaient jamais rêvé que leurs enfants pourraient devenir médecins. Pendant ce temps, Wilson Carter purgeait sa peine de 25 ans dans une prison fédérale de l'Illinois, où il découvrit rapidement que l'arrogance d'entreprise n'impressionnait personne. Ses biens furent confisqués pour indemniser les victimes de ces manipulations boursières, le laissant dépendre de l'aide juridique publique, le système même qu'il avait méprisé lorsqu'il était au pouvoir. Le docteur Patterson, déshonoré et définitivement privé de sa licence médicale, travaillait comme vendeur d'équipement médical, gagnant 1/10 de son ancien salaire de médecin. Sa réputation était si ruinée qu'aucun hôpital en Amérique ne l'engagerait, même pour des tâches administratives. La communauté médicale s'était unie pour s'assurer qu'il ne mettrait plus jamais de vie en danger. Victoria Sterling transforma Sterling Industries en une référence nationale en matière d'intégrité d'entreprise. Sous sa direction renouvelée, l'entreprise mit en œuvre des protocoles médicaux indépendants pour tous les cadres, des systèmes de signalement anonymes et des politiques antidiscrimination strictes. Les cours des actions avaient triplé en 2 ans, prouvant que l'éthique et le profit pouvaient coexister. « James, dit Victoria, entrant dans son bureau pour leur réunion hebdomadaire, je viens de recevoir un appel de la Maison-Blanche. Ils veulent que vous témoigniez devant le Congrès sur la réforme médicale en entreprise. » James hocha la tête, habitué à la reconnaissance nationale que son histoire avait générée. Des livres avaient été écrits sur l'affaire, des documentaires produits, et des écoles de médecine utilisaient son histoire pour enseigner l'importance de l'observation clinique indépendamment des diplômes. Le plus gratifiant, cependant, étaient les lettres. Des centaines de travailleurs ordinaires décrivaient comment l'histoire de James les avait inspirés à faire confiance à leurs propres connaissances, à s'élever contre l'injustice, à croire que la compétence ne dépendait pas de la position sociale. « Vous savez ce que Dorothy dirait de tout ça ?» demanda James, regardant sa photographie sur son bureau, maintenant dans un cadre en argent au lieu du simple support qu'il avait porté pendant des années. « Que la médecine a sauvé plus qu'une vie, répondit Victoria. Elle a sauvé la vérité. » James hocha la tête, pensant à la façon dont la connaissance héritée était devenue justice sociale, puis transformation systémique. Carter et Patterson pensaient manipuler un concierge ignorant, mais ils sous-estimèrent fatalement le pouvoir d'un homme qui savait exactement qui il était et ce qu'il valait. La leçon qui ressortait de cette histoire était d'une clarté limpide. La véritable intelligence ne vient pas des diplômes accrochés au mur, mais de la combinaison de la connaissance, du caractère et du courage d'agir lorsque c'est nécessaire. James avait prouvé que la compétence ne reconnaissait ni la couleur, ni la classe sociale, ni la position hiérarchique. Elle ne reconnaissait que la vérité. Aujourd'hui, lorsque de jeunes travailleurs sont confrontés à la discrimination ou à l'injustice, beaucoup se demandent « Que ferait James Washington ?» La réponse reste constante, observer, apprendre, documenter et agir avec la précision chirurgicale de quelqu'un qui comprend que la meilleure vengeance est un succès que leurs oppresseurs ne pourraient jamais imaginer. Cette histoire de la façon dont la connaissance et la détermination peuvent briser les préjugés prouve que la justice, lorsqu'elle est exécutée correctement, ne fait pas que gagner, elle transforme le monde autour de nous.